À l'automne 1991, le quartier tranquille américain de Portland, Oregon, fut ébranlé par la disparition soudaine d'une jeune fille. Elle avait disparu pendant son sommeil, sa mère était rentrée et avait trouvé le lit vide et la fenêtre ouverte. Mais 9 ans plus tard, elle découvre un vieux jouet d'enregistrement de sa fille. Et quand elle appuie sur play, elle entend quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû entendre, révélant une vérité si troublante qu'elle conduirait les enquêteurs à la découverte la plus choquante de leur carrière. Cet après-midi-là, à Portland, Oregon, Elaine RH était dans ce qui était autrefois sa maison, fermant avec du ruban adhésif les dernières boîtes en carton. La maison semblait différente, maintenant plus vide d'une certaine façon, bien que la plupart des meubles restent. Ce n'était plus sa maison. Elle appartenait à Charles, son ex-mari, et cette réalité s'abattait sur elle comme une couverture lourde. Charles s'agenouilla à côté d'elle, fixant une autre boîte avec du ruban adhésif. Ses mouvements étaient prudents, méthodiques, la façon dont il faisait tout. Ils travaillaient dans un silence confortable, un rythme qu'ils avaient développé au cours de 15 ans de mariage. Même le divorce n'avait pas pu effacer cette familiarité. « Celle-ci est prête », dit Hélène, poussant une boîte vers lui. Elle contenait ses uniformes d'infirmière et ses manuels médicaux et le stéthoscope qu'elle avait reçu à la remise des diplômes. Charles souleva la boîte facilement, ses bras de charpentier encore forts à 45 ans. « Je vais sortir celle-ci », dit-il en se dirigeant vers la porte d'entrée. Hélène scella une autre boîte, essayant de ne pas penser à comment cette maison était devenue un mausolée de souvenirs. Ils avaient essayé de maintenir le mariage après la disparition d'Izzy, mais la douleur avait des formes différentes pour des personnes différentes. Charles s'était réfugié dans son atelier et ses séances de thérapie. Elle s'était jetée dans des gardes supplémentaires à l'hôpital, travaillant jusqu'à ce que l'épuisement fasse taire les questions qui la hantaient. Les disputes avaient commencé petites. À qui le tour d'acheter l'épicerie? Pourquoi la facture d'électricité était-elle élevée? Mais ils savaient tous les deux ce qui se cachait en dessous, le blâme, la culpabilité, le poids terrible de ne pas savoir. Il y a 6 mois, ils avaient finalement admis ce qu'ils savaient tous les deux depuis des années. Rester ensemble ne ramènerait pas Izzy. Charles revint en s'essuyant le front. L'après-midi de juin était chaud et charger des boîtes dans la Honda Civic d'Hélène était un travail difficile. C'est la plupart d'entre elles, dit-il, juste quelques-unes de plus. Je veux visiter sa chambre, dit Hélène doucement. Une dernière fois. Le visage de Charles s'adoucit. Bien sûr, je finirai de charger celle-ci. Il prit une autre boîte, lui donnant de l'intimité pour ses adieux. Hélène monta les escaliers familiers, sa main traînant le long de la rampe en chêne que Charles avait installée quand ils avaient emménagé pour la première fois. Chaque grincement des planchers portait un souvenir. Elle s'arrêta à la porte de la chambre d'Izzy, se préparant avant de tourner la poignée. La chambre restait exactement comme elle avait été cette nuit-là, en 1991. Mur rose avec des papillons peints à la main, une commode blanche couverte d'autocollants, le petit lit avec sa couverture Mon petit poney. Seule la fenêtre était différente maintenant, équipée de nouvelles serrures et de barres de sécurité qui étaient arrivées trop tard. Hélène se souvenait de cette nuit d'octobre avec une clarté cristalline. Elle avait travaillé un double quart à l'hôpital, arrivant à la maison à 3 heures du matin, épuisée. Charles dormait. Elle avait vérifié Izzy par habitude et avait trouvé le lit vide, la fenêtre ouverte, l'air frais d'automne dérivant à travers les rideaux. La police avait été minutieuse au début. Chiens de recherche, hélicoptères, des centaines de volontaires peignant les bois derrière leur quartier. Ils n'avaient rien trouvé. Pas d'empreinte digitale, pas d'empreinte de pas, aucun signe de lutte. Juste une fillette de 5 ans qui avait disparu dans la nuit. L'affaire était devenue froide malgré l'attention médiatique initiale. Le FBI avait été impliqué brièvement, mais sans preuve de trafic interétatique, il s'était retiré. La police locale avait gardé l'affaire ouverte, mais n'avait aucune piste à suivre. Hélène s'approcha de l'armoire où la photo d'Izzy était posée dans un cadre argenté. Sa fille lui souriait en retour, avec un trou entre les dents et les yeux brillants, portant la chemise rayée et la salopette en jean qu'elle avait aimée. Hélène embrassa ses doigts et les pressa contre le verre. « Au revoir, ma petite fille », murmura-t-elle. S'essuyant les yeux, elle quitta la chambre et descendit. Charles attendait près de sa voiture, les dernières boîtes chargées. Ils se tenaient face à face dans l'allée.
2 personnes qui avaient autrefois promis pour toujours, maintenant se préparant pour des vies séparées. « Tu iras bien ?» demanda Charles. « Je me débrouillerai, » dit Hélène. « Nous nous en sortirons tous les deux. » Elle monta dans sa voiture et baissa la vitre. Charles se pencha, l'inquiétude creusant son visage. « Tu es sûr de vouloir prendre toutes ces affaires? Ton appartement n'est pas si grand. »« Si j'ai besoin de plus d'espace, je louerai un garde-meuble, » répondit Hélène. « Ce n'est pas un problème. » Elle fit une pause, s'adoucissant. « Prends soin de toi, Charles. On se verra dans le coin. »« Oui, » dit-il en reculant. « Conduis prudemment. » Le trajet de 15 minutes vers son nouvel appartement ressemblait à traverser vers une autre vie. Le bâtiment était un complexe modeste près de l'hôpital, pratique pour ses quarts de nuit. Elle avait loué un 2 pièces au 2e étage, une chambre pour elle, une pour le stockage. Déménager les boîtes prit des heures. Le chariot à roulettes du bâtiment aidait, mais elle devait encore faire plusieurs voyages. Ses nouveaux voisins regardaient avec curiosité, mais n'offraient pas d'aide. C'était bien. Elle n'était pas prête pour de nouvelles relations. Le soir, des tours de carton remplissaient son salon. Hélène s'effondra sur son canapé d'occasion, épuisée. Elle devrait déballer ses essentiels. Vêtements de travail, articles de toilette, articles de cuisine. Au lieu de cela, ses yeux continuaient à revenir à la boîte marquée « Préférée d'Izzy ». Incapable de résister, elle la tira vers elle et ouvrit soigneusement les rabats. Charles l'avait emballée pendant qu'elle s'occupait de la paperasse. Elle lui avait demandé d'inclure les choses qu'Izzy avait le plus aimées. Perché au sommet se trouvait un hibou en peluche violet, rejoint par la licorne préférée d'Izzy et une collection d'autres poupées. En dessous gisaient des robes et des pyjamas soigneusement pliés, portant encore le parfum léger de l'enfance, Shampooing Johnson's Baby et Crackers Graham. Éparpillés en dessous se trouvaient des livres bien aimés au coin plié, Corduroy où vivent les choses sauvages, le lapin de velours. Puis Hélène le vit, l'enregistreur à cassette rouge et blanc, pas le modèle Fisher-Price coûteux qu'Izzy avait voulu pour son 5e anniversaire, mais une version générique de Toys Plus. Ils économisaient pour un nouveau chauffe-eau cette année-là. Le compromis avait semblé raisonnable à l'époque. Hélène souleva le jouet, surprise par son poids. Les piles étaient probablement mortes depuis longtemps. Elle trouva le compartiment des piles et découvrit qu'elles avaient légèrement coulé, laissant des résidus croustillants. Après avoir nettoyé les contacts avec un mouchoir, elle inséra des piles AA fraîches de son tiroir à bric-à-brac. Le bouton play cliqua avec un son mécanique familier. Des parasites remplirent l'air. Puis une petite voix émergea. « Test, test, c'est Isabella Marie Rhodes et j'ai 5 ans. » Le cœur d'Hélène se serra. Elle n'avait pas entendu la voix de sa fille depuis 9 ans. Les larmes coulèrent sur ses joues, alors qu'Izzy continuait à bavarder sur sa journée. Ses amis à la maternelle, le papillon qu'elle avait vu dans le jardin. Puis l'enregistrement changea. Bruit de fond, mouvement. La voix de Charles, distante mais claire. « Izzy, viens dans la chambre de la princesse quand tu auras fini. Souviens-toi de ce que j'ai promis. Une fois qu'on aura terminé, on ira chez Toys R Us pour ce nouveau Mon Petit Poney. » Hélène fronça les sourcils. Chambre de la princesse. Elle rembobina et le rejoua. Le ton de Charles était différent de d'habitude, câlin, presque cajoleur. Et Izzy n'était pas particulièrement intéressée par les princesses. Elle préférait les animaux, les dragons, les licornes, les chiots. Peut-être que Charles essayait de rediriger ses intérêts. Les parents faisaient cela parfois, encourageant les enfants vers différents jouets. Le Mon Petit Poney promis faisait sens comme pot de vin pour un bon comportement. Hélène fouilla dans la boîte mais ne trouva aucune figurine de poney. Peut-être était-elle dans une autre boîte, où Charles les avait gardés. Certains jouets avaient été trop douloureux à emballer. Elle rejoua l'enregistrement, écoutant attentivement chaque mot. Chambre de la princesse. Une phrase étrange. Charles n'avait jamais fait référence à la chambre d'Izzy de cette façon. Était-ce partie d'un jeu qu'il jouait? Un surnom spécial qui avait échappé à sa mémoire. Après tout, Charles avait passé plus d'heures de jour avec Izzy. Elle mit l'enregistreur de côté et commença à déballer ses affaires personnelles. Les heures passèrent alors qu'elle arrangeait sa vie dans de nouveaux espaces. Vaisselle dans des placards inconnus, vêtements dans un placard plus petit, photos sur différents murs. Quand elle ouvrit son classeur pour organiser des papiers importants, elle réalisa que quelque chose manquait. Ses documents de renouvellement de licence d'infirmière n'étaient pas là. Elle vérifia chaque dossier 2 fois, puis fouilla les boîtes marquées de son nom.
Rien. L'horloge montrait 20h30. Son quart commençait à 22h ans. Sans ces documents, elle ne pouvait pas prouver que ses références étaient à jour. L'administration de l'hôpital était stricte sur la paperasse. Elle composa le numéro de Charles depuis son nouveau téléphone. Il répondit à la 3e sonnerie. « Hélène, tout va bien? Je ne trouve pas mes documents de licence d'infirmière, dit-elle. Je pense que je les ai laissés à la maison. Est-ce que ça irait si je venais les chercher? » « Oh !» Une pause. « Je viens de partir pour ma séance de thérapie de groupe. Je ne serai pas de retour avant tard. » Hélène regarda dehors. Le soleil se couchait, peignant le ciel orange et rose. « J'en ai vraiment besoin pour mon quart ce soir. Pourrais-je utiliser ma clé? »« Bien sûr, » dit Charles. « Tu sais où tout se trouve. Verrouille juste en partant. »« Merci, j'apprécie. Pas de problème, bonne chance ce soir. » Hélène raccrocha et prit ses clés. Le poids familier de la clé de la maison semblait étrange maintenant, un vestige de son ancienne vie. Elle devrait probablement la rendre bientôt. Elle laissa les boîtes non déballées éparpillées dans son salon et se dirigea vers sa voiture. Hélène se gara dans l'allée familière 15 minutes plus tard. La maison se dressait sombre contre le ciel du soir, les fenêtres reflétant les derniers rayons du coucher de soleil. Étrange comme rapidement une maison pouvait devenir juste un bâtiment. Elle entra par la porte d'entrée, allumant les lumières en se déplaçant dans la maison. Tout restait exactement où elle l'avait laissé quelques heures plus tôt, mais le vide semblait plus prononcé maintenant. La chambre de Charles maintenant, se rappela-t-elle, était au bout du couloir. Elle poussa la porte et alluma le plafonnier. Le lit queen qu'ils avaient partagé pendant 15 ans semblait étrange, avec seulement un oreiller. Charles avait déjà retiré les traces de sa présence. Pas de boîte à bijoux sur la commode, pas de roman d'amour sur la table de nuit. Le classeur se tenait dans le coin où il avait toujours été. Elle ouvrit le 2e tiroir et trouva le dossier Manila marqué « licence médicale » exactement où elle l'avait gardé. Les documents étaient tous là. Sa licence originale, les formulaires de renouvellement, les certificats de formation continue. Le soulagement la submergea. Au moins cela n'affecterait pas son travail. Elle glissa le dossier sous son bras et fit un rapide scan de la chambre. Rien d'autre ne semblait oublié. Alors qu'elle se tournait pour partir, les mots de l'enregistreur résonnèrent dans son esprit. « Chambre de la princesse ». La phrase la dérangeait, une pièce de puzzle qui ne s'ajustait pas. Elle se retrouva à monter les escaliers vers la chambre d'Izzy à nouveau. La porte grinça alors qu'elle entrait. Sans l'encombrement des jouets et des vêtements qu'elle avait emballés plus tôt, la chambre semblait plus grande, plus triste. Elle marcha lentement autour du périmètre, passant ses doigts le long des murs, s'attendant à moitié à trouver une décoration de princesse qu'elle avait oubliée. Rien. Pas de château, de diadèmes ou d'imagerie de contes de fées. Elle ouvrit la porte du placard. Des cintres vides tintèrent ensemble dans la légère brise de son mouvement. L'armoire se tenait contre le mur du fond. Quand elle s'en approcha, le vieux meuble bougea légèrement, s'inclinant vers elle. Sans le poids des vêtements à l'intérieur, ses problèmes structurels étaient évidents. Le pied d'avant gauche ne touchait pas le sol correctement. Elle examina l'écart, remarquant comment les planchers en bois avaient gondolé en dessous. La chambre avait été fermée si souvent depuis la disparition d'Izzy, l'humidité s'était probablement accumulée. Le climat humide de Portland était dur pour les vieilles maisons. L'armoire vacilla quand elle essaya de la stabiliser. Une bonne poussée pourrait la faire tomber complètement. Elle ne pouvait pas la laisser comme ça. Si elle tombait dans la nuit, Charles pourrait penser que quelqu'un avait fait irruption. La dernière chose dont il avait besoin était ce genre de peur. Elle vérifia sa montre. 19h30. Le magasin Harrison's Hardware restait ouvert jusqu'à 20h. Elle pouvait aller chercher quelques cales en bois pour la niveler, faire une réparation rapide avant son quart. Le téléphone sonna en bas, strident dans la maison silencieuse. Hélène se dépêcha de descendre, se déplaçant instinctivement pour répondre. Sa main était sur le récepteur quand elle s'arrêta. Ce n'était plus sa maison. Charles méritait la vie privée. Quels que soient les appels qui venaient ici, ils n'étaient plus son affaire. Elle rassembla son dossier et son sac à main, éteignant les lumières en se dirigeant vers la porte. Le téléphone arrêta de sonner. Après une pause, le répondeur se déclencha. La voix enregistrée de Charles dit « Vous avez joint la résidence Rhodes. Veuillez laisser un message. » Une voix de femme remplit la pièce, chaleureuse mais inquiète. « Charles, c'est Madame Jansen du groupe.
J'ai besoin que tu me rappelles dès que possible. Nous devons discuter de ta présence et de ta participation. Tu as manqué 3 séances maintenant. Ça fait 3 semaines, Charles. Le groupe s'inquiète. S'il te plaît, appelle-moi. Hélène se figea. 3 semaines. Mais Charles venait de lui dire qu'il était en thérapie. Chaque mardi soir, pendant les 5 dernières années, il avait assisté à son groupe de counseling pour le deuil. C'était une des rares constantes dans leur vie après Izzy. Madame Jansen avait été leur rock pendant les pires moments. Une thérapeute formée qui se spécialisait dans la perte parentale, elle avait commencé le groupe spécifiquement pour les parents d'enfants disparus. Hélène avait assisté pendant 2 ans avant que les séances deviennent trop douloureuses. Pourquoi Charles mentirait-il sur sa participation? Où allait-il chaque mardi? Elle voulait rappeler Madame Jansen, mais ce serait dépasser les bornes. Quoi que ce soit qui se passait avec Charles n'était plus sa responsabilité. Pourtant, l'inquiétude la rongeait. Ils avaient promis de rester amis, de se soutenir même après le divorce. Hélène verrouilla la porte d'entrée et marcha vers sa voiture. La Honda était venue avec un téléphone de voiture coûteux, installé par le propriétaire précédent, un luxe qu'elle avait gardé pour les urgences. Elle prit le combiné volumineux et composa le numéro de Charles. L'air du soir avait refroidi, apportant le parfum de pin et de pluie distante. Les réverbères scintillaient le long de la rue banlieusarde tranquille. Ce quartier avait été leur rêve quand ils avaient acheté la maison il y a 10 ans. Sûre familiale, bonnes écoles. Maintenant, c'était juste un autre endroit où Izzy n'était pas. Le téléphone sonna dans son oreille. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Elle était sur le point de raccrocher. Puis Charles répondit « Allô ?» Sa voix semblait tendue, essoufflée. « Charles, c'est moi, » dit Hélène. « Je voulais juste vérifier. Où es-tu? Es-tu en thérapie ?» Le silence s'étira entre eux, brisé seulement par les parasites sur la ligne du téléphone de voiture. « Charles, » dit-elle, « tu m'entends? »« Oui, Charles bégaya. « Je veux dire non, mais je suis en route. Je suis allé chercher Matthew. Tu sais qu'il habite assez loin d'ici, mais nous prévoyons d'assister à la séance ensemble. Je serai 15 minutes en retard. Pourquoi demandes-tu ça? » Quelque chose dans sa voix ne sonnait pas juste. Hélène avait entendu Charles mentir avant. Des mensonges blancs sur les fêtes surprises. De petits mensonges pour épargner les sentiments de quelqu'un. Cela avait la même qualité. Les mots venaient trop vite, les explications trop détaillées. « Je ne voulais pas fouiner, » dit Hélène prudemment. « Quand j'étais chez toi pour récupérer mes documents, un appel est arrivé. Il est allé sur le répondeur. Madame Jansen. » Ah oui, Charles rit, mais cela sonnait forcé. Mais cela... Je sais qu'elle n'aime pas quand quelqu'un est en retard aux réunions de thérapie de groupe. J'ai été en retard à plusieurs réunions, alors peut-être qu'elle voulait me parler de ça. Être en retard était différent d'être absent. 3 semaines de séances manquées n'était pas la même chose qu'arriver 15 minutes après le début. « Qu'est-ce qu'elle a dit dans le message vocal ?» demanda Charles, son ton trop désinvolte. Hélène hésita. Une partie d'elle voulait le confronter directement, mais à quoi bon? Ils étaient divorcés. Ses choix étaient les siens maintenant. « Rien de spécifique, » dit-elle. « Juste qu'elle voulait que tu rappelles. Ce n'est pas grave. »« D'accord, eh bien, je devrais y aller. Matthew m'attend. »« Bien sûr, conduis prudemment. »« Toi aussi. Au revoir, Hélène. » La ligne devint silencieuse. Hélène fixa le téléphone un moment avant de raccrocher. En 15 ans de mariage, elle avait appris à lire les humeurs de Charles, ses tics. Il mentait définitivement sur quelque chose. Elle démarra la voiture et s'éloigna de la maison. Harrison's Hardware n'était qu'à 5 minutes. Un magasin familial qui avait survécu à l'arrivée des grandes surfaces grâce à un excellent service et à la loyauté de la communauté. La cloche au-dessus de la porte tinta alors qu'elle entrait. George Harrison, le fils du propriétaire, leva les yeux de derrière le comptoir et sourit. « Hélène, bon de te voir, comment ça va ?»« Bien, George. J'ai juste besoin de cales pour une armoire bancale. »« Allez, 3, à mi-chemin. » Il fit sonner un autre client puis cria « Et comment va le projet de rénovation de Charles? Il a besoin d'un coup de main? J'ai du temps libre ce week-end. » Hélène fit une pause confuse. « Rénovation? » « Oui, la salle de hobby qu'il construit. Il était ici le week-end dernier. Il a acheté un chariot plein de fournitures, feuilles de contreplaqué, peinture, quelques nouveaux outils. Il a dit qu'il faisait finalement cette salle de hobby dont il avait toujours parlé. « Je pense que tu dois te tromper, » dit Hélène lentement. « Nous n'avons aucune rénovation en cours. »
Georges fronça les sourcils, se grattant la tête. Je suis plutôt sûr que c'était Charles. Il a acheté des feuilles de contreplaqué, de la peinture, quelques nouveaux outils. Il a dit qu'il faisait finalement cette salle de hobby dont il avait toujours parlé. Une salle de hobby. Charles avait mentionné en vouloir une il y a des années, quand il faisait encore des projets de menuiserie pour le plaisir. Mais après la disparition d'Izzy, il avait perdu l'intérêt pour ses hobbies. « Eh bien, » dit Hélène en forçant un sourire, « je lui demanderai, merci pour l'information. » « Pas de problème. Les cales sont exactement où j'ai dit. » Hélène trouva ce dont elle avait besoin rapidement, paya son achat et se dirigea vers sa voiture. Le sac du magasin de matériel craqua alors qu'elle le posait sur le siège passager. Un projet de rénovation dont elle ne savait rien. Des séances de thérapie manquaient. Des mensonges sur où il était ce soir. Les pièces ne s'assemblaient pas, mais Hélène ne pouvait pas voir l'image complète encore. Peut-être que Charles traversait juste une période difficile avec le divorce. Les gens géraient le deuil et le changement différemment. Il s'était peut-être jeté dans un projet pour faire face, avait été trop embarrassé d'admettre qu'il avait arrêté la thérapie. Elle vérifia l'horloge du tableau de bord. 20h05. Si elle se dépêchait, elle pouvait réparer l'armoire et arriver encore à temps pour son quart. La soirée avait pris une qualité surréelle. Ce matin, elle était mariée, vivant dans ce quartier. Maintenant, elle était une visiteuse dans sa propre vie, découvrant des secrets dans une maison qui n'avait autrefois gardé aucun mystère. Elle tourna la clé dans le contact et conduisit vers la maison de Charles, inconsciente que chaque kilomètre la menait plus près de réponses pour lesquelles elle n'était pas préparée. Hélène se gara dans l'allée de Charles pour la deuxième fois cette soirée. Le sac du magasin de matériel bruissa alors qu'elle le rassemblait avec son sac à main. Elle ferait ça rapidement, réparer l'armoire, partir pour son quart. Les mots de Georges sur la rénovation jouaient dans son esprit. Peut-être que Charles retournait vraiment à ses vieux hobbies. Pendant leur cours, ils passaient les week-ends à façonner de belles figurines en bois, hiboux, renards, petits ours avec des détails complexes. Ses mains avaient été si douces et précises, coaxant la vie du bois brut. Sa clé tourna facilement dans la serrure. La maison était dans l'obscurité, sauf pour la lumière du porche qu'elle avait laissé allumer. Elle actionna l'interrupteur dans l'entrée et se dirigea vers les escaliers. À mi-chemin, elle remarqua de la lumière qui s'échappait de sous la porte du bureau de Charles. Étrange. Elle avait éteint toutes les lumières plus tôt. « Charles !» appela-t-elle. « Tu es à la maison ?» Pas de réponse, mais elle entendit du mouvement. Des pas. Le grattement de meubles. Elle atteignit le palier du deuxième étage. Les pas devinrent plus forts, plus frénétiques. Des papiers bruissèrent. Un tiroir claqua. « Charles !» appela-t-elle encore. « Tout va bien ?» Toujours pas de réponse. Un malaise picota le long de sa colonne vertébrale. Elle s'approcha de la porte du bureau et la poussa. « Charles, je pensais que tu étais... » Les mots moururent dans sa gorge. Matthew Tenko se tenait au milieu du bureau saccagé. Les dossiers de Charles gisaient éparpillés sur le sol. Les tiroirs du bureau pendaient ouverts, le contenu renversé partout. Les livres avaient été tirés des étagères, des papiers arrachés des classeurs. « Matthew !» Hélène le fixa avec choc. « Pourquoi es-tu ici? Je pensais que tu étais avec... » Matthew se tourna lentement. Son visage brillait de sueur, la peau pâle et cireuse. Ses cheveux normalement nets se dressaient à des angles bizarres. Quand ses yeux rencontrèrent les siens, elle vit ses pupilles dilatées en piscine noire. « Tu vas bien ?» demanda Hélène, bien qu'il ne l'était clairement pas. « Tu as l'air malade. » Matthew fit un pas vers elle. Le mouvement était instable, et elle capta l'odeur aiguë d'alcool mélangée à autre chose. Sueur et désespoir. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Hélène garda sa voix calme malgré son alarme croissante. « Est-ce que Charles t'a demandé de chercher quelque chose ?» L'expression de Matthew resta vide, froide. Il fit un autre pas en avant. Hélène l'avait connu pendant des années. Lui et Charles étaient amis depuis le lycée, liés par leur amour partagé de la menuiserie. Elle ne l'avait jamais vu comme ça. « Matthew, reste là, » dit-elle fermement. « Je vais appeler un médecin, tu as besoin d'aide. » Elle tendit la main vers le téléphone du bureau, mais Matthew bondit en avant avec une vitesse surprenante. Ses mains se refermèrent autour de ses poignets, l'agrippant douloureusement. « Lâche !» Hélène essaya de se libérer, mais ses doigts s'enfoncèrent plus profondément. « Matthew, tu me fais mal. » Elle poussa fort, brisant son étreinte.
Trébuchant en arrière hors du bureau, elle attrapa la poignée de la porte en essayant de la tirer fermée entre eux. Matthew attrapa le bord et l'arracha ouverte. La peur la submergea. Ce n'était pas le Matthew qu'elle connaissait, l'homme tranquille qui apportait des jouets faits maison pour Izzy, qui avait aidé Charles à construire leur terrasse un été. Quelque chose était terriblement mal. Hélène se tourna pour courir vers les escaliers, mais Matthew l'attrapa par derrière, ses bras s'enroulant autour de sa taille. Elle lutta alors qu'il la portait à moitié, la traînait à moitié dans le couloir. « Non !» Elle se battit contre son étreinte, mais il était plus fort. Il poussa à travers la porte de la chambre d'Izzy et la jeta sur le petit lit. La couverture. Mon petit poney amortit sa chute. Mais avant qu'elle puisse se relever, Matthew était sur elle, la clouant. Son haleine empestait le whisky alors que ses mains l'atteignaient. « Matthew, s'il te plaît, supplia Hélène en essayant de le repousser. Ne fais pas ça. Tu as une femme et un enfant à la maison. Pense à eux. » Il ne répondit pas, ne sembla pas l'entendre. Son visage resta étrangement inexpressif alors qu'il agrippait ses vêtements. La main d'Hélène trouva la veilleuse en céramique d'Izzy sur la table de nuit, un éléphant rose qu'elle avait acheté des années auparavant. Elle la balança fort, la connectant avec la tempe de Matthew. « Je suis désolé, je dois faire ça. » Il grogna et roula sur le côté, la main allant à sa tête. Hélène se précipita hors du lit et courut vers la porte, mais Matthew récupéra rapidement. Il attrapa son bras et la fit tourner, la claquant en arrière contre l'armoire. L'impact lui coupa le souffle. Elle tomba à genoux alors que l'armoire vacillait, sa base déjà instable cédant. Le lourd meuble bascula en avant avec un crash énorme. Le bois se brisa. Le sol en dessous se fissura et céda, révélant une cavité cachée. Alors que la poussière se tassait, Hélène vit des boîtes en carton dans le trou, des dizaines d'entre elles, remplies de cassettes VHS et de VCD. Tout le comportement de Matthew changea. Son visage s'illumina d'un sourire troublant. « C'est ce que je cherchais. » Il tomba à genoux et commença à attraper des cassettes, les fourrant dans ses bras. Hélène, encore étourdie par l'impact, regardait avec confusion. Qu'est-ce que c'était? Pourquoi était-elle cachée sous le sol? « Arrête !» Elle se jeta sur Matthew, essayant de l'empêcher de prendre quoi que ce soit. Ses mains firent tomber plusieurs cassettes de son étreinte et elles claquèrent sur le sol. Matthew jura et rassembla ce qu'il pouvait porter, serrant les cassettes contre sa poitrine. Il poussa Hélène et courut de la chambre, ses pas tonnant dans les escaliers. « J'appelle la police !» Hélène cria après lui, sa voix tremblante mais déterminée. Elle entendit la porte d'entrée claquer. Par la fenêtre, elle regarda Matthew trébucher dans l'allée, serrant encore ses pris volés. Il ne regarda pas en arrière, ne sembla pas se soucier de sa menace. Quoi que ce soit sur ses cassettes valait le risque pour lui. Hélène s'affaissa contre le mur, le cœur battant. Ses poignets pulsaient où Matthew l'avait attrapé. Son dos faisait mal d'avoir heurté l'armoire, mais surtout elle ressentait de la confusion et une terreur grandissante. Qu'est-ce qui venait de se passer? Pourquoi Matthew avait-il fait irruption dans la maison de Charles? Qu'est-ce qui était sur ces cassettes qui les rendait dignes de l'agresser? Elle regarda le sol brisé, les boîtes de cassettes encore visibles dans le compartiment caché. Quels que soient les secrets qu'elle gardait, Matthew n'en avait pris qu'une fraction. Le reste restait attendant de révéler leur contenu. Avec des mains tremblantes, elle tendit la main vers la cassette la plus proche. L'étiquette disait simplement « Chambre de la princesse, volume 47 ». La même phrase de l'enregistreur d'Izzy. Mais maintenant elle portait un poids de menace qu'elle ne pouvait pas tout à fait comprendre. Hélène lutta pour se remettre debout. Elle avait besoin d'appeler la police. Maintenant. La main d'Hélène tremblait alors qu'elle composait le 911. Le téléphone semblait impossiblement lourd. Quand le répartiteur répondit, sa voix sortit dans une ruée. « J'ai besoin de police au 4628 Elm Street. Un homme vient de m'attaquer. Il a fait irruption dans la maison et il a pris des choses. Son nom est Matthew Tenko. » Le répartiteur posa des questions calmes. Hélène répondit mécaniquement, ses yeux fixés sur le trou dans le sol de la chambre d'Izzy. « La police est en route, » l'assura le répartiteur. « Restez en ligne jusqu'à ce qu'ils arrivent. » En attendant, Hélène ne put résister à examiner les cassettes que Matthew avait laissées tomber dans sa hâte. Elle les ramassa soigneusement, lisant chaque étiquette. « Chambre de la princesse, volume 23. Chambre de la princesse, volume 89. Chambre de la princesse, volume 256. » Son estomac se retourna. Combien y en avait-il?
Elle regarda dans le compartiment caché et vit des rangées de boîtes, chacune contenant des dizaines de cassettes et de disques, des centaines au total, toutes étiquetées avec le même titre cryptique. Les sirènes hurlèrent au loin, devenant plus fortes. Par la fenêtre, elle vit 2 voitures de patrouille s'arrêter, les lumières clignotant rouge et bleu contre le ciel qui s'assombrissait. « Madame !» Un officier en uniforme apparut dans l'embrasure de la porte, la main reposant sur son arme. « Êtes-vous Hélène Rhodes ?»« Oui. » Elle se leva sur des jambes instables. « L'homme qui m'a attaqué est parti il y a environ 10 minutes. Il était ivre ou drogué. Il a pris certaines de ses... » Elle fit un geste vers les cassettes. Plus d'officiers entrèrent, sécurisant la maison. L'officier principal, un détective en vêtements civils, se présenta comme le détective Morrison. Il était plus âgé, milieu de la cinquantaine, avec des yeux gentils qui avaient trop vu. Hélène lui raconta tout. Trouver Matthew dans le bureau, l'agression, l'armoire qui tombait, et révélait les cassettes cachées. Morrison écouta attentivement, prenant des notes. « Vous avez dit que son nom est Matthew Tenko ?» demanda Morrison. « Oui, c'est le meilleur ami de mon ex-mari. Ils se connaissent depuis le lycée. » Elle fit une pause. « Je devrais appeler Charles. Il a besoin de savoir ce qui s'est passé. » Morrison hocha la tête. « Bonne idée. Nous voudrons aussi lui parler. » Hélène composa le numéro de Charles, le détective se tenant à proximité. Le téléphone sonna plusieurs fois avant que Charles réponde. « Hélène ?» Sa voix était aiguë d'irritation. « Pourquoi continues-tu à m'appeler ? Charles, où es-tu ? Je t'ai dit que je suis avec Matthew en thérapie. De quoi ça parle ?» Hélène sentit son cœur se serrer. Un autre mensonge. « Charles, Matthew était juste ici chez toi. Il m'a attaqué. La police est ici maintenant. » Silence de l'autre côté. « Ils veulent te parler, » continua Hélène. Elle tendit le téléphone à Morrison. « Il veut vous parler. » Morrison prit le téléphone. « Monsieur Rhodes, c'est le détective Morrison. Nous avons besoin que vous veniez à votre résidence immédiatement. Il y a eu un incident impliquant... » La ligne devint silencieuse. Morrison fronça les sourcils et rendit le téléphone. Il a raccroché. « Il dit qu'il était à son groupe de thérapie, » dit Hélène. « Mais ça ne peut pas être vrai si Matthew était ici. » Morrison se tourna vers un de ses officiers. « Obtenez l'adresse du centre de thérapie et les informations de contact de cette Madame Johnson. Envoyez une unité pour vérifier. » Pendant que les officiers passaient des appels, Morrison examina les cassettes. Son expression devint plus sérieuse alors qu'il lisait les étiquettes. Elles disent toutes « Chambre de la princesse ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas, admit Hélène. Je l'ai entendue sur un vieil enregistrement de ma fille aujourd'hui. Elle a disparu il y a 9 ans. Les yeux du détective s'aiguisèrent. Votre fille est disparue ? Comment s'appelait-elle ? Isabella, Izzy. Elle avait 5 ans quand elle a disparu de son lit. La voix d'Hélène se brisa. La police n'a jamais trouvé d'indice. Le détective échangea des regards avec ses officiers. « Madame, je pense que nous devrions regarder ce qui est sur ces cassettes. » Ils se dirigèrent vers le salon. Les mains d'Hélène tremblaient alors qu'elle allumait la télé et insérait un disque dans le lecteur de Charles. L'écran scintilla à la vie. Au début, cela semblait innocent. Charles et Izzy, de 5 ans dans leur salon, jouant avec des blocs. Le rire d'Izzy remplit la pièce, ce même son brillant de l'enregistreur. « C'est d'avant qu'elle disparaisse, » murmura Hélène. « Peut-être quelques mois. » À l'écran, Charles sourit à la caméra. « Izzy, tu veux jouer à un jeu ? Va dans la chambre de la princesse et fais-moi une surprise. »« D'accord. »« Papa !» Izzy sauta et courut hors caméra. Ses pas pouvaient être entendus descendant les escaliers. Charles regarda directement la caméra et commença à compter. 1, 2, 3. Il traîna chaque numéro, prenant plusieurs secondes entre eux. « Elle va au sous-sol, » dit Hélène, confuse. « Mais nous n'avons jamais appelé ça la chambre de la princesse. » Charles atteignit 10 et se leva. La caméra le suivit, alors qu'il marchait vers la porte du sous-sol et descendait. La vidéo coupa abruptement. Quand elle reprit, ils étaient dans une chambre différente. Murs roses, animaux en peluche, un lit de taille enfant avec des draps de princesse. Hélène n'avait jamais vu cette chambre auparavant. Izzy était assise sur le lit portant un petit bikini de bain, beaucoup trop adulte pour une enfant de 5 ans. Elle semblait mal à l'aise, incertaine. « Maintenant, pose pour papa. » La voix de Charles venait de derrière la caméra. Ce qui suivit fit que le sang d'Hélène se glaça.
Charles entra dans le cadre et s'assit à côté d'Izzy. Ses mains bougèrent pour la toucher de manière qu'aucun père ne devrait toucher son enfant. Le visage d'Izzy montrait de la confusion, de l'inconfort. « Arrêtez !» cria Hélène. « Éteignez ça !» Morrison arrêta immédiatement la vidéo. Hélène s'effondra sur le canapé, sanglotant. Son monde entier s'était brisé en secondes. L'homme qu'elle avait aimé, en qui elle avait eu confiance, avec qui elle avait partagé une vie, il était un monstre. Je n'ai jamais su. Elle haletait entre les sanglots. Je n'ai jamais vu cette chambre. Oh mon Dieu, mon bébé. Morrison s'assit à côté d'elle, sa voix douce mais urgente. « Madame Rhodes, j'ai besoin que vous réfléchissiez. Votre fille pourrait-elle encore être dans cette maison? Dans le sous-sol ?» La tête d'Hélène se releva brusquement. La possibilité ne lui était pas venue à l'esprit. « Le sous-sol. Il est toujours verrouillé. Charles a la seule clé. Il a dit que c'était pour la sécurité, pour garder ses outils en sécurité. » Un officier s'approcha. « Détective, j'ai parlé avec Madame Jansen. Charles Rhodes n'a pas assisté à la thérapie depuis 3 semaines. Il n'est pas là ce soir. » Morrison se leva. « C'est une cause probable. Nous entrons dans ce sous-sol. » Il se tourna vers ses officiers. « Prenez les outils d'effraction de la voiture. Nous passons cette porte. »« Oui, » dit Hélène fermement, essuyant ses larmes. « Faites-le. S'il y a une chance qu'elle soit... » Elle ne put finir la phrase. 9 ans. Izzy pouvait-elle être dans le sous-sol pendant 9 ans? Les officiers revinrent avec des outils lourds, un bélier et des pieds de biche. Ils se dirigèrent vers la porte du sous-sol, une barrière en chêne solide qui avait toujours semblé excessive pour une porte intérieure. « Reculez, madame », instruisit Morrison. Hélène se pressa contre le mur du fond, le cœur battant. Après toutes ces années de ne pas savoir, de pleurer, d'accepter lentement qu'Izzy était parti pour toujours, la réponse aurait-elle pu être sous ses pieds tout du long? Le premier coup du bélier secoua tout le mur. La porte tint fermement. Charles l'avait renforcée, réalisa-t-elle, l'avait rendue plus forte que nécessaire. Une autre pièce du puzzle horrible qui se mettait en place. « Encore », ordonna Morrison. Le deuxième impact fissura le cadre. Le troisième envoya des éclats volés. Au quatrième coup, la porte céda avec un crash énorme. La porte du sous-sol céda avec un crash final, révélant des escaliers en bois descendant dans l'obscurité. Un officier trouva l'interrupteur et l'alluma. Des ampoules fluorescentes bourdonnèrent à la vie, illuminant un espace étonnamment organisé. Morrison mena la descente, arme tirée, suivi de 3 officiers. Hélène attendit en haut des escaliers jusqu'à ce que Morrison appelle « Dégagez, vous pouvez descendre ». Le sous-sol ressemblait exactement à ce qu'Hélène se rappelait. L'établi de Charles se dressait contre un mur, les outils suspendus en rangées nettes. Les étagères contenaient des boîtes étiquetées de vis, clous et quincailleries. Une laveuse et une sécheuse occupaient un coin, tout en ordre parfait. « Mon mari est très organisé », dit Hélène, sa voix résonnant légèrement. « Il travaille ici parfois construisant des choses. Ce n'est pas entièrement abandonné. » Morrison hocha la tête, mais son expression resta sceptique. « Vérifiez tout. Il doit y avoir une entrée cachée quelque part. » Les officiers se répandirent, examinant chaque mur, chaque coin. Ils frappèrent sur les surfaces, écoutant les sons creux. Ils cherchèrent de la peinture fraîche qui pourrait cacher une nouvelle construction, des matériaux différents qui ne correspondaient pas, des marques inhabituelles sur le sol en béton. En haut, Hélène pouvait entendre d'autres officiers passer en revue les vidéos, cherchant des indices sur l'emplacement de la chambre cachée. Occasionnellement, quelqu'un jurait ou faisait un son de dégoût. Elle ne voulait pas savoir ce qu'il voyait. « Le commis du magasin de matériel a mentionné des fournitures de rénovation », dit Hélène à Morrison. « Charles a acheté des matériaux pour quelques projets. »« Avez-vous les plans originaux de la maison ?» demanda Morrison. « Les plans de construction ? Je ne les ai pas vus depuis des années. Charles saurait où ils sont, mais... » Elle s'interrompit. Charles n'allait pas les aider. La recherche continua méthodiquement. Les officiers poussèrent de côté les boîtes de stockage, déplacèrent les meubles, vérifièrent derrière le chauffe-eau. 20 minutes passèrent sans succès. Hélène se retrouva à 4 pattes, regardant sous l'établi. Si Charles avait caché quelque chose, il l'avait bien fait. Elle se déplaça pour vérifier sous la machine à laver, inclinant sa tête pour voir dans l'espace étroit. Quelque chose attrapa la lumière, un bord mince qui brillait différemment du sol en béton. « Un détective » appela-t-elle. « Il y a quelque chose sous ici. »
Morrison et 2 officiers se dépêchèrent. Ensemble, ils saisirent la machine à laver et la tirèrent loin du mur. La sécheuse suivit, grattant bruyamment sur le sol. Un disque gisait où la laveuse avait été, couvert de poussière. Morrison le ramassa soigneusement. L'étiquette disait « Chambre volume 331 ». « Regardez le mur », dit un officier. Où les machines l'avaient caché, le mur montrait une irrégularité subtile. Une section de cloison sèche ne correspondait pas tout à fait. La couture habilement déguisée, mais visible maintenant qu'il savait où regarder. Morrison passa ses doigts le long du bord, trouva un loquet caché. Le faux panneau avait été magistralement conçu, presque invisible quand fermé. « Reculez », ordonna-t-il. Le loquet était verrouillé. Morrison essaya de le forcer, mais il tint ferme. Un officier lui tendit un pied de biche. Le métal gratta contre le métal. Puis la serrure céda avec un claquement. Le panneau s'ouvrit. Derrière lui, un passage étroit s'étendait dans l'obscurité. Des lumières de fées roses couraient le long du plafond, débranchées mais clairement destinées à illuminer le chemin. L'odeur les frappa immédiatement. Moisissure, métal et quelque chose d'autre. Habitation humaine dans un espace confiné. Morrison trouva où les lumières se branchaient et les connecta. Une lueur rose remplit le passage, révélant des murs couverts de matériaux d'insonorisation. Le couloir était à peine assez large pour une personne. « Jésus-Christ », marmonna un officier. Ils avancèrent en file indienne, Morrison en tête. Le passage s'étendait sur environ 20 pieds, avant de se terminer à une autre porte. Celle-ci était peinte en rose avec des autocollants de princesse la décorant. Morrison essaya la poignée. Verrouillée. Il frappa fermement. « Police! Ouvrez la porte !» Silence. Il pressa son oreille contre le bois, secoua la tête. L'insonorisation rendait impossible d'entendre à l'intérieur. Il leva son poing pour frapper encore quand la serrure cliqua. La porte s'ouvrit de quelques pouces et une jeune voix appela joyeusement. « Papa, tu es en avance !» La porte s'ouvrit plus largement, révélant une adolescente. Elle portait une chemise de nuit rose, ses cheveux blonds longs et emmêlés. Son sourire se figea quand elle vit Morrison et les officiers derrière lui. Un cri se déchira de sa gorge, haut et terrifié. Elle trébucha en arrière, les mains sur le visage. « Non, non, vous n'êtes pas réel. Papa a dit que tout le monde était mort. » Hélène poussa devant les officiers. Même après 9 ans, même avec les changements d'enfant à adolescente, elle reconnut sa fille instantanément. « Izzy !» Elle se précipita en avant, les larmes coulant. « Chérie, c'est maman, c'est moi !» La fille se pressa contre le mur du fond, secouant violemment la tête. « Non, ma maman est morte. Tout le monde est mort. Papa a dit que le monde a fini et c'est juste nous. » Hélène tomba à genoux, tendant les bras. « Non, ma chérie, ce n'est pas vrai. J'ai cherché partout pour toi tout ce temps. Je n'ai jamais su que tu étais ici. »« Papa !» cria Izzy. « Papa, aide! Où es-tu ?»« S'il te plaît, » supplia Hélène. « Regarde-moi. Vraiment regarde-moi. » Morrison fit signe discrètement à ses officiers de rester en arrière, donnant de l'espace à la mère et à la fille. Il sortit un stylo et le tendit à Hélène. Comprenant immédiatement, Hélène prit le stylo et commença à dessiner sur sa propre main un simple papillon avec un visage souriant. Le même design qu'elle avait dessiné d'innombrables fois quand Izzy était petite. « Tu te souviens de ça ?» dit-elle doucement. « Tu me demandais de le dessiner à chaque fois que l'ancien s'effaçait. Tu l'appelais ton papillon heureux. » Les yeux d'Izzy se fixèrent sur le dessin. Sa respiration ralentit. La reconnaissance pointa lentement, comme le soleil perçant les nuages. « Maman ?» Le mot sortit brisé, incertain. Mais papa a dit... « Je sais ce qu'il a dit, chérie, mais il a menti. Je suis ici. Je suis réel. » Hélène ouvrit ses bras encore. Cette fois, Izzy vola dedans. Là, elles se serrèrent, toutes deux sanglotant. Hélène respira l'odeur de sa fille, sentit sa chaleur solide, vivante. Après toutes ces années, vivante. Morrison et son équipe entrèrent dans la chambre soigneusement. L'espace était petit, peut-être 10 et 12 pieds. Murs roses, décorations de princesses partout. Un seul matelas sur le sol avec des draps Disney, jouets éparpillés. Certains appropriés pour l'âge d'une adolescente, d'autres clairement de quand elle était plus jeune. Une petite télé était assise dans un coin, avec des lecteurs VCR et de disques. Un trépied se dressait à proximité, support de caméra vide, équipement d'éclairage professionnel, livres de coloriage et crayons,
un tiroir étroit construit dans le mur, probablement comment la nourriture était livrée. Dans le placard, les officiers trouvèrent des choses qui les firent échanger des regards sombres. Jouets pour adultes, lingerie en taille d'enfant, équipements vidéo, outils dont le but était trop clair. « Nous avons besoin médical », dit Morrison doucement dans sa radio, et confirmé que toutes les unités cherchent Charles Rhodes et Matthew Tenko. Rhodes est maintenant suspect principal dans l'enlèvement et l'abus d'enfants. Les ambulanciers arrivèrent en quelques minutes. Ils approchèrent Izzy doucement, expliquant qu'ils avaient besoin de vérifier sa santé. Elle s'accrocha à Hélène mais permit l'examen. Dehors dans l'ambulance, loin de la prison rose, Izzy s'assit entre Hélène et une ambulancière. Elle semblait hébétée, submergée par l'expansion soudaine de son monde. « Je pensais que tout le monde était mort », ne cessait-elle de répéter. « Papa a dit qu'il y avait eu une guerre, des bombes nucléaires. Il a dit que nous étions les seuls restants. » Elle regarda Hélène avec des yeux trop vieux pour ses 14 ans. « Il a dit que j'avais besoin d'avoir un bébé pour sauver la race humaine. Mais je ne suis jamais tombée enceinte. Je me sentais si mal comme si j'échouais. » L'estomac d'Hélène se retourna. Elle força sa voix à rester calme. « Ma chérie, as-tu eu tes règles ?»« Oui, il y a 2 ans. » Papa était si heureux. Il a dit « Maintenant, nous pouvons vraiment commencer notre nouveau monde. » L'ambulancière prit des notes, son visage soigneusement neutre. « Izzy, as-tu de la douleur, des démangeaisons ou de l'inconfort quelque part ?»« Non. » Izzy semblait perplexe par la question. « Pourquoi tout le monde a si peur ?»« Papa a menti, je sais, mais il m'a toujours aimé. Il a dit que ce que nous faisions était beau, que j'étais destinée à lui. » Hélène mordit un sanglot. 9 ans de manipulation, d'abus déguisés en amour. Sa petite fille n'avait aucun concept de à quel point tout était mal. Elle prit les mains d'Izzy doucement. « Ma chérie, ce que ton père a fait n'était pas bien. Les adultes ne devraient pas faire ces choses avec les enfants. Ce genre d'intimité n'est que pour les adultes qui se choisissent, comme les maris et les femmes. »« Mais j'aime papa, » protesta Izzy, la confusion claire dans sa voix. « Je sais que tu l'aimes, mais il y a différents types d'amour. L'amour entre un parent et un enfant est supposé être protecteur, sûr. Ce qu'il a fait, ce n'était pas de l'amour, bébé, c'était mal. » Izzy devint silencieuse, traitant cette nouvelle information. L'ambulancière finit son examen initial. « Elle semble stable, » dit-elle doucement à Hélène, « mais elle aura besoin d'un examen complet à l'hôpital. » Étant donné les circonstances, Hélène hocha la tête. Elle comprenait. Ils avaient besoin de vérifier la grossesse, les maladies, les dommages physiques, toute l'horreur de ce que sa fille avait enduré. Morrison s'approcha de l'ambulance. « Nous avons besoin de vous emmener toutes les deux au poste pour des déclarations. L'équipe médicale dit que ce n'est pas une urgence. Alors nous pouvons faire ça d'abord si vous êtes d'accord. » Hélène regarda Izzy, qui semblait perdu dans ses pensées. « Oui, finissons-en. » Alors qu'il se préparait à partir, Hélène réalisa la logique tordue du plan de Charles, les disputes, la poussée pour le divorce. Il avait voulu la liberté de vivre son fantasme malade sans interférence. Il avait gardé leur fille prisonnière pendant qu'Hélène dormait en haut, travaillait ses quarts, vivait sa vie en croyant qu'Izzy était parti. Les lumières de fée rose brillaient encore dans le sous-sol alors qu'il partait, marquant le chemin vers un cauchemar qui avait duré 3285 jours. 9 ans de la vie d'un enfant volé, tordu, corrompu. Alors qu'il sortait, Morrison ouvrit la porte arrière de la voiture de patrouille. « Madame Rhodes, Isabella, s'il vous plaît, montez. Nous devons vous emmener au poste. » Hélène aida Izzy à monter sur la banquette arrière, la suivant de près. La fille se pressa contre sa mère, encore déconcertée par le changement soudain dans son monde. L'équipe médicale les avait autorisés pour le transport, bien qu'Izzy aurait besoin d'examens complets plus tard. L'officier Chen s'assit dans le siège du conducteur, ajustant sa radio. Les parasites crépitèrent avant que des voix arrivent clairement. Unité 12, nous avons appréhendé Charles Rhodes et Matthew Tenko au 3542 Riverside Drive. 6 suspects supplémentaires en garde à vue. Demandons un fourgon de transport. Morrison se pencha en avant. C'est eux, Chen. Quelle est la localisation? Riverside Drive est sur notre route vers le poste, monsieur. Environ 5 minutes d'ici. Faites un arrêt rapide. Je veux voir la scène. Alors qu'ils conduisaient dans les rues tranquilles de Portland, Hélène tenait Izzy serrée. La fille n'avait pas beaucoup parlé depuis qu'elles avaient quitté le sous-sol, demandant occasionnellement où était son père quand il reviendrait.
Chaque question brisait un peu plus le cœur d'Hélène. La radio continua son bavardage. « Soyez avisés, matériel d'exploitation d'enfants trouvé sur la scène. » CSU demandait. Hélène couvrit les oreilles d'Izzy, bien que la fille semblait perdue dans ses propres pensées. La réalité de ce que Charles avait fait, ce qu'il avait fait subir à leur fille, la rendait physiquement malade. Ils tournèrent sur Riverside Drive, une rue résidentielle bordée d'arbres avec des maisons modestes à 2 étages. Les voitures de police bloquèrent la route, lumière clignotante. Une foule de voisins s'était rassemblée sur le trottoir, tendant le cou pour voir ce qui se passait. « Restez dans la voiture », instruisit Morrison alors qu'il se garait. « Je ne serai qu'un moment. » À travers la fenêtre, Hélène pouvait tout voir. 8 hommes se tenaient menottés près d'un fourgon de police. Charles était parmi eux, la tête baissée, les épaules affaissées. Matthew se tenait à côté de lui, vacillant encore légèrement, clairement encore intoxiqué. Les 6 autres hommes allaient de la trentaine à la soixantaine. Certains semblaient défiants, d'autres terrifiés. Tous portaient les vêtements confortables d'une soirée décontractée. Les officiers entraient et sortaient de la maison, transportant des sacs de preuves. Hélène entendit des fragments de conversation à travers la fenêtre entr'ouverte. Les a trouvés en train de regarder une des vidéos quand nous sommes entrés. Chambre de la princesse, volume 962, semble récent. Ils disent qu'ils font partie de quelque chose appelé Family Sanctum Fellowship. Les réunions tournent entre les maisons, partageant leur matériel. La bile monta dans la gorge d'Hélène. Un club. Ils avaient formé un club pour partager des vidéos de leurs propres enfants. Combien d'autres victimes y avait-il? Charles leva soudain les yeux, ses yeux rencontrant ceux d'Hélène à travers la vitre de la voiture. Pendant un moment, ni ne bougea. Puis ses lèvres se courbèrent en quelque chose qui pourrait être un sourire. « Attendez ici », dit Hélène à Izzy, sa voix tremblant de rage. Elle poussa la portière de la voiture et marcha vers son ex-mari. Les officiers bougèrent pour intercepter, mais elle était trop rapide. Sa main connecta avec la joue de Charles dans une gifle nette qui résonna sur les maisons voisines. « Tu es un monstre !» cria-t-elle. « Tu n'es pas un être humain !» Charles broncha à peine. Sa voix était calme, presque conversationnelle. C'était une relation consensuelle. Izzy m'a toujours aimé. Elle voulait... « Tais-toi !» Un officier attrapa le bras de Charles. Pas un mot de plus. Un autre officier tira doucement, mais fermement Hélène en arrière. « Madame, s'il vous plaît, cela n'aidera pas. » À travers ses larmes de rage, Hélène vit Matthew qui la regardait. Il fit claquer ses lèvres dans un geste de baiser obscène, puis passa lentement sa langue dessus. Le même homme qui l'avait attaqué il y a des heures, qui avait voulu ces vidéos si désespérément. « Ramenez-la à la voiture !» ordonna Morrison. « Ces hommes n'en valent pas la peine. » L'officier guida Hélène vers la voiture de patrouille où Izzy attendait, le visage pressé contre la fenêtre. « Où es-tu allée, maman? Pourquoi as-tu frappé papa ?» Hélène glissa de nouveau sur le siège, tirant sa fille près d'elle. « Je suis désolée, chérie. Je n'aurais pas dû faire ça. » Dehors, les officiers chargèrent les 8 hommes dans des véhicules séparés. Le fourgon de transport partit en premier, suivi de 2 voitures de patrouille. Charles ne regarda jamais en arrière. Les techniciens de la scène de crime continuèrent leur travail. À travers la fenêtre, Hélène les regarda sortir boîte après boîte de preuves. Cassettes VHS, VCD, DVD, chacune représentant l'enfant de quelqu'un, le cauchemar de quelqu'un. Ils retirèrent même la télévision et les lecteurs vidéo, tout ce qui pourrait contenir des preuves. Le ruban de scène de crime jaune monta autour de la propriété. Les voisins chuchotaient entre eux, partageant sans doute des théories sur ce qui s'était passé dans la maison d'apparence ordinaire de leur rue tranquille. Morrison revint à la voiture, son visage grave. « Nous irons au poste maintenant. Il y a beaucoup à traiter, mais vous avez toutes les 2 bien fait ce soir. » Alors qu'ils s'éloignaient de la scène, Hélène jeta un dernier regard à la maison où le mal s'était caché en plein jour. Combien de telles maisons existaient? Combien d'enfants étaient piégés derrière des portes ordinaires? Izzy bâilla épuisé par les événements de la nuit. « Quand est-ce que je peux rentrer à la maison ?» Hélène caressa les cheveux de sa fille, maintenant longs et emmêlés, après des années sans soins appropriés. « Bientôt, ma chérie, nous obtiendrons une maison sûre. » Les lumières du poste de police apparurent devant, un phare dans l'obscurité. Quelque part derrière eux, Charles et ses associés étaient traités, leur crime finalement exposé. Mais pour Hélène et Izzy, le vrai voyage ne faisait que commencer.
la longue route vers la guérison de blessures qui courait plus profondément que personne ne pouvait imaginer. Morrison parla doucement à Chen alors qu'il conduisait. « Assurez-vous que les services familiaux aient quelqu'un de près. Ça va être une longue nuit. » Le poste de police bourdonnait d'activité alors qu'ils entraient. À travers une fenêtre donnant sur la zone de réservation, Hélène attrapa des aperçus des 8 hommes en cours de traitement. Empreintes digitales, photos, effets personnels catalogués. Charles se tenait droit, expression vide, comme si c'était juste une autre soirée ordinaire. Une femme en costume gris s'approcha d'eux. « Je suis Sarah Martinez des services de protection de l'enfance. Je resterai avec Isabella pendant que vous donnez votre déclaration. » Izzy serra plus fort la main d'Hélène. « Je veux rester avec ma maman. »« Je sais, ma chérie, » dit Sarah doucement. « Mais nous devons parler avec vous deux séparément, juste pour un petit moment. Ta maman sera juste dans le couloir. » Hélène s'agenouilla et serra sa fille. « C'est bien, ces gens veulent nous aider. Je te verrai bientôt. » Morrison conduisit Hélène vers une petite salle d'interrogatoire. Les murs étaient de beige, le mobilier basique mais propre. Une caméra vidéo dans le coin enregistrait tout. « Prenez votre temps, » dit Morrison en s'installant en face d'elle. « Dites-moi tout depuis le début. » Hélène parla pendant près d'1 heure. Leur mariage, la naissance d'Izzy, la nuit où elle avait disparu, les années de recherche, le deuil, la lente dissolution de leur relation, le divorce, la découverte de l'enregistreur, les révélations de la soirée. Morrison prit des notes, posant des questions de clarification, mais la laissant principalement parler. Quand elle termina, Hélène se sentait vidée. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce que Charles a fait à notre fille? Le visage de Morrison était compatissant. J'ai besoin de vous avertir. Ce que vous allez entendre est troublant, mais vous avez le droit de savoir. Il se leva. Suivez-moi. Ils marchèrent dans un couloir vers une autre pièce avec une grande fenêtre donnant sur une salle d'interrogatoire. Charles était assis à une table métallique, menottée devant lui. 2 détectives étaient assis en face de lui. « La vitre est à sens unique, » expliqua Morrison. « Il ne peut pas nous voir. Il parle depuis 20 minutes. » À travers les haut-parleurs, la voix de Charles remplit la salle d'observation. Il parlait calmement, presque fièrement, comme s'il décrivait une entreprise commerciale réussie. « Je l'ai prise cette nuit-là, » dit Charles. 15 octobre 1991. Hélène travaillait son quart de nuit. J'ai porté Izzy en bas dans la chambre de la princesse que j'avais fini de construire. Elle dormait, ne s'est même pas réveillée. Un détective se pencha en avant. Et la fenêtre? Je l'ai ouverte, j'ai fait semblant d'un enlèvement. Tout le monde a mordu. Il sourit réellement. 9 ans, elle a vécu là-bas. Je lui ai dit que le monde avait fini. Guerre nucléaire. Nous étions les 2 dernières personnes vivantes. Elle a cru chaque mot. Les genoux d'Hélène faillirent. Morrison la guida vers une chaise. « Pourquoi ?» demanda le détective. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» Charles haussa les épaules. « Elle était à moi, ma création. Pourquoi ne devrais-je pas la garder? Je lui ai donné tout ce dont elle avait besoin. Nourriture, jouets, attention. Et quand elle a été assez âgée... » Il fit une pause. « Nous reconstruisions l'humanité. C'est ce que je lui ai dit. Elle avait besoin d'avoir mon bébé pour sauver l'espèce. » « Comment avons-nous manqué la chambre ?» demanda l'autre détective. « Vous avez fait un passage standard, » dit Charles avec dédain. « Pas une recherche approfondie. J'avais encombré le sous-sol avec des outils et de l'équipement. Vous avez jeté un coup d'œil et êtes passé à autre chose. Le faux mur que j'avais construit 2 ans plus tôt pendant une rénovation. J'ai même déposé de faux permis, vous ai montré de faux plans. La chambre était insonorisée. Pas de ventilation vers la maison principale, complètement indétectable. » Hélène murmura à Morrison. Il était toujours doué en menuiserie, si précis, si organisé. Je travaillais les nuits, n'ai jamais soupçonné. Sa voix se brisa. Si Matthew n'avait pas été si imprudent ce soir, nous ne l'aurions peut-être jamais trouvé. Morrison hocha la tête gravement. Retournons, vous en avez assez entendu. Dans la salle d'interrogatoire, Hélène s'assit lourdement. Et Matthew, pourquoi a-t-il fait irruption? Matthew Tenko a été très honnête, dit Morrison. Quand nous avons fait irruption dans la maison, il délirait sur Charles. Apparemment, il y a eu une rivalité entre eux pendant des années. Il consulta ses notes. Dans leur groupe malade, Charles était la star. Il faisait le plus de vidéos, avait la victime la plus obéissante. Les autres prenaient des tours pour partager leur matériel,
mais les vidéos de Charles étaient toujours demandées en bonus. Il était fier de ce statut. Hélène se sentit malade, sa fille réduite à du divertissement pour des monstres. Matthew est devenu obsédé, continua Morrison. Il a développé des désirs pour Izzy mais ne pouvait pas trouver où Charles la gardait, alors il a décidé de voler la collection vidéo. Il a fait irruption par la porte arrière ce soir. Ne s'attendez pas à ce que vous soyez là. Il m'a attaqué, dit Hélène doucement. A essayé de... Nous savons. Il a aussi avoué ça. Il a dit que vous lui rappeliez Izzy. La voix de Morrison était douce. Madame Rhodes, votre fille va avoir besoin d'une thérapie extensive. Elle peut sembler bien en surface, mais 9 ans de manipulation psychologique et d'abus, il y aura un traumatisme profond. Je sais, dit Hélène, mais elle est vivante. Nous avons une chance. Morrison se leva. Retrouvons votre fille. Ils trouvèrent Izzy dans le couloir avec Sarah Martinez. La fille sauta quand elle vit Hélène. « Maman !» Elles s'embrassèrent, toutes deux pleurant. Hélène respira l'odeur de sa fille, encore étonnée qu'elle soit réelle, vivante ici. « Un officier vous escortera bientôt à l'hôpital, » dit Sarah, « pour l'examen dont nous avons discuté. » Ils se dirigèrent vers une salle d'attente tranquille. Izzy se blottit contre Hélène sur un canapé usé. Pendant un moment, ni ne parla. Le poids de tout ce qui s'était passé, tout ce qui devrait arriver, pesait sur elle. Puis Izzy commença à pleurer. Pas les larmes confuses de plus tôt, mais des sanglots profonds et déchirants. L'officier m'a tout dit, et je pense qu'ils avaient la raison. Papa m'a menti, halta-t-elle. Surtout, le monde n'a pas fini. Tu n'étais pas morte toutes ces années. Elle regarda Hélène avec des yeux dévastés. Pourquoi m'a-t-il fait ça? Hélène la serra plus fort. Je ne sais pas, bébé. Parfois, les gens en qui nous avons confiance font des choses terribles. Ce n'était pas ta faute. Rien de tout ça n'était ta faute. Mais je l'aimais, murmura Izzy. Même quand je pensais que j'aidais à sauver le monde. Je me sens si stupide. Tu n'es pas stupide. Tu étais un enfant qui croyait ce qu'on lui disait par quelqu'un qui aurait dû te protéger. Hélène caressa les cheveux de sa fille. Nous passerons à travers ça ensemble. Ce ne sera pas facile, mais nous sommes toutes les deux fortes, plus fortes que nous ne le savons. Elles restèrent assises dans la salle d'attente alors que le poste se calmait autour d'elles. Quelque part, Charles et ses associés étaient traités dans le système qui les garderait, espérons-le, loin pour toujours. Mais pour Hélène et Izzy, le focus avait changé du passé vers l'avenir. « Nous aurons besoin d'une nouvelle maison, » dit Hélène doucement. « Quelque part de frais, et tu iras à l'école. Te feras des amis, auras une vraie vie. » Izzy hocha la tête contre son épaule. « Est-ce que les gens me haïront? Est-ce que ça sera douloureux d'avancer? » « Non, » dit Hélène doucement. « Le temps aide. Parler aide. L'amour aide. La douleur s'estompera. Et tu créeras de nouveaux souvenirs pour adoucir les anciens. Et pour les gens, tout le monde n'a pas besoin de savoir ce qui s'est passé. Tu peux choisir en qui tu as confiance, avec qui tu partages ton histoire. » Un officier apparut à la porte. « Madame, l'escorte pour l'hôpital est prête. » Elles se levèrent ensemble, main dans la main. Alors qu'elles marchaient à travers le poste, Hélène pensa au long voyage qui les attendait. Examens médicaux, séances de thérapie, procès judiciaires, apprendre à faire confiance à nouveau, vivre sans peur, enseigner à Izzy sur le monde qui lui avait été nié. Mais elles feraient face à cela ensemble. L'amour, vrai amour, protecteur et bienveillant, éclairerait leur chemin. L'obscurité que Charles avait créée ne pouvait pas éteindre cela. À la fin, c'était la leçon. Le mal peut se cacher derrière des visages familiers dans des maisons ordinaires, utilisant le masque de l'amour. Mais le vrai amour perdure. Il cherche à travers 9 ans d'obscurité. Il brise les faux murs. Il refuse de perdre espoir. Quand elles atteignirent les portes du poste, Izzy serra la main d'Hélène. « J'ai peur, maman. »« Moi aussi, » admit Hélène. « Mais nous sommes ensemble maintenant, et ensemble, nous pouvons faire face à n'importe quoi. » Elles sortirent dans la nuit vers la voiture qui les attendait, vers la guérison, vers un futur qu'elles construiraient un jour à la fois.